Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. De 15, on est passé désormais à 18 morts. Le bilan de l'accident sur la route de Saint-Louis s'est alourdi ce matin. En 4 jours, il y a près de 50 personnes tuées. Après cette tragédie, le président Macky Sall, qui se trouve dans la vieille ville, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les limites ont été dépassées en matière de tolérance, a dit le chef de l'État. Khalifa Sall devant le juge cet après-midi. Le maire de Dakar sera entendu sur l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Dans ce midi, nous allons analyser la nouvelle stratégie de l'édile de la capitale. Dans l'actualité judiciaire, toujours le journal Libération nous apprend que le directeur du coup de Cheikh Oumar Anne est épinglé dans le dernier rapport de l'OFNAC et dans la tourmente. Les révélations du journal Le Monde dans l'affaire de la corruption à l'IDESAF. Pape Massata Diack accuse la France d'être derrière tout cela. L'actualité internationale, les titres avec vous, Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf, l'armée malienne de nouveau en deuil. 11 soldats ont été tués à la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit d'une attaque terroriste orchestrée par un prêcheur radical burkinabé d'après des sources sécuritaires. Présidentielle française, Alain Juppé refuse d'être le plan B du parti. Il l'avait dit et il insiste, même si de son côté, François Fillon est déterminé à aller jusqu'au bout. L'actualité sportive avec Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Bonjour à vous Antoine Diouf, bonjour à tous. Les titres. CAN Junior de football, l'objectif intermédiaire atteint, une qualification mondiale en Corée du Sud. Les Lionceaux ambitionnent de remporter désormais le trophée, mais il va falloir passer sur la Guinée en demi-finale jeudi prochain. Vous entendrez dans ce journal le chargé de la petite catégorie au sein de la Fédération sénégalaise de football que nous avons joint ce matin au téléphone en Zambie, et pour parler aussi de la Ligue 1. Dernier match de la phase aller, c'est prévu cet après-midi à 16h au stade d'Emboyo. Au match devant mettre prise le Diarab de Dakar à l'Union sportive de Ouakam. Lendemain de victoire pour Boy Niang, réveil difficile pour Guigui. Des perspectives différentes pour les deux lutteurs. Vous entendrez un spécialiste de cette discipline bien chez nous dans ce journal. À suivre la chronique de Diatou Cissé. Et puis 40 morts en 4 jours, disons près de 50 morts en 4 jours. Que pensez-vous de cette tragédie sur nos routes? Le débat du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Quelques petits problèmes techniques donc au début de ce journal, mais c'est maintenant rétabli. C'est maintenant 18 morts. Le bilan de l'accident qui s'est produit hier à la sortie de Saint-Louis s'est alourdi ce matin. Il était à 15. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le bilan de l'accident entre le camion-citerne d'hydrocarbures et le minicar s'est alourdi. De 15, il est passé à 18 selon le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis. Les autres blessés sont encore à l'hôpital et aucun d'entre eux n'est libéré. Mais l'axe Saint-Louis-Richard Toll est meurtrier et il a régulièrement fait l'objet de manifestations de population qui réclamaient des dos d'âne. Pape Khalfal du village de Ndiol s'explique. Surtout, c'est une route qui connaît régulièrement d'accidents. Du fait que la dernière fois, si vous vous rappelez un peu, les populations de Ndiaoudoun avaient fait des manifestations pour demander des dos d'âne. Donc ils roulent à des allures qu'on ne peut pas mesurer. Donc du fait de ces accidents que ça cause, nous demandons au moins à ceux qui gèrent, surtout au ministère chargé des transports terrestres, de nous aider quand même à multiplier les dos d'âne, surtout les villages comme Barigo, qui sont sur la nationale, Bahana, Ndiol, jusqu'à Lamsar, vers Rosbecho. Il y a des villages à qui on doit vraiment faire de telle sorte qu'il y ait des dos d'âne là-bas. Parmi les passagers qui ont perdu la vie, il y a pas moins de 6 personnes qui travaillaient dans une entreprise agricole dénommée les Grands Domaines du Sénégal. RFM Saint-Louis,
Mohamed Nabissila. Cette hécatombe qui a eu lieu non loin de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a fait réagir le président Macky Sall qui procédait ce matin à la levée de couleurs à la place Faidherbe. Les limites de la tolérance ont été dépassées, déclare le chef de l'État. Il ajoute que la délivrance des permis de conduire et visites techniques seront revues. Macky Sall au micro de Mohamed Nabissila. Non loin de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a encore mis en cause un quart de transport public, un camion de transport d'hydrocarbures. Cela montre que nous avons dépassé les limites en matière de tolérance et que le moment est venu de prendre toutes les mesures que requiert la situation. D'une part, vis-à-vis du parc automobile, c'est la nécessité de procéder momentanément à l'arrêt de tous ces véhicules qui présentement ne devraient jamais disposer d'une visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes. De revoir donc les visites techniques avec une rigueur extrême, de voir également avec les professionnels du transport, les transporteurs eux-mêmes, les chauffeurs, à travers les associations et l'administration sur des modalités de repassage. Des mesures seront prises puisque ça ne peut pas continuer. La délivrance des permis de conduire et les visites techniques donc seront revues. Ça ne peut plus continuer comme ça, a dit le président Macky Sall. La corruption et autres problèmes de contrôle sont à prendre en compte dans l'analyse des causes des accidents de la route. De nombreux véhicules ne devraient pas rouler, mais c'est bizarre, ils sont dans la circulation sans que leur propriétaire soit inquiété. Un reportage d'Abdou Diouf Junior. À bord d'un car rapide dans un piteux état. Oui, bien sûr, nous passons bien la visite. C'est vrai que le véhicule est très âgé et dans un état chaotique, mais il n'y a pas. Difficile de croire que ce véhicule a passé sa visite technique avec succès. Pourtant, c'est ce que fait savoir le chauffeur, un jeune homme d'une trentaine d'années. La corruption est toujours évidente et c'est dans tous les secteurs. Pour la visite technique, quand tu vois quelqu'un qui arrive, viole la clé et se fait enregistrer par un parent. Ce conducteur plus âgé totalise une vingtaine d'années d'expérience. Selon lui, la corruption est un élément essentiel à prendre en compte dans l'analyse des causes d'accidents. Les agents nous demandent au moins 12 000 francs. Les récepteurs nous fatiguent aussi. Il faut que ces agents-là fassent de vrais contrôles. Tu es obligé de donner de l'argent à chaque montage, que tu fasses la visite technique à la direction et ensuite ils obtiennent le résultat. Les agents chargés du contrôle sont également pointés du doigt. C'est difficile quoi. Il faut gars yi dañuy ñëw di jël yow léegi da ngay obligé joxe fii beneen montage taxaw nga joxe beneen montage taxaw nga joxe. ñu xool sax ndax yow say pièces mat na wala sa oto baax na. même bu ñu gisee pièce bi baax sax yow sambal rek rek. Vu leur carcasse, certaines voitures devraient échouer d'office à la visite technique. Ce n'est pas toujours le cas. Les clients qui prennent ce genre de véhicule risquent leur vie sur les routes. Le débat du jour, c'est sur cette hécatombe entre jeudi donc et aujourd'hui. Il y a près de 50 morts sur nos routes. 12h08, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Du matériel brûlé, des malfaiteurs ont mis le feu ce week-end dans des salles de classe à l'école élémentaire David Carvalho de la commune de Ziguinchor. Les détails avec Lamine Ba. Des traces de brûlure visibles sur les murs des salles de classe, sur le sol, des livres, des cahiers mélangés à d'autres matériaux qu'utilisent les élèves ornent le décor. Nous sommes à l'école élémentaire David Carvalho située au quartier Soukoubapaï dans la commune de Ziguinchor. L'établissement a reçu la visite de malfrats ce week-end. Les dégâts sont importants, explique le directeur de l'école, Dipa Diawara. Ils ont mis du feu dans la classe du CM1A et brûlé le matériel. Mais surtout ce qui est grave, c'est surtout dans la classe du C1A où ils ont mis non seulement mis du feu
sur le bureau, brûlé les cahiers, mais ils ont mis également le feu dans l'armoire où il y a des livres. Ils ont mis du feu dans 2 classes différentes. À l'Ancoar, les malfaiteurs ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ils ne sont pas à leur premier coup d'essai parce que chaque fois on casse les grilles des fenêtres, on lance dans des classes et parfois on amène les cahiers. Parfois on casse les cadenas. Je vous dis que à chaque 2 jours, je change au moins 3 cadenas. Le responsable moral de l'établissement sollicite une implication des autorités pour la sécurisation de son école, car il estime que si rien n'est fait dans ce sens, la salle informatique nouvellement acquise pourrait être la prochaine cible des malfrats. Ils ont commencé à mettre du feu dans 2 classes différentes. C'est possible qu'on vise la salle informatique. Et là, vraiment, c'est là où j'ai beaucoup d'inquiétudes. Et on peut même brûler mon bureau. Je suis en train de faire le rapport. J'ai d'abord allié avant de contacter la police. Le chef d'établissement entend porter plainte contre X pour faire cesser ses actes de sabotage au sein de son école. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. Hôpital Aristide Le Dantec, les travailleurs étaient en sit-in ce matin. Ils réclament la numérisation de tout le fichier informatique de la structure hospitalière pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Adramé Ismaël Koli. Nous sommes là pour lutter contre un système. Nous avons observé un mouvement d'humeur en respectant les services minimums. Hormis les brassards rouges attachés aux bras des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec, rien ne présageait qu'il y avait un sitting jusqu'à ce moment. Si les gens ne peuvent pas que nous ici, on le fera autant. Amadou Falilou Dian parle en leur nom. Dantec est un grand hôpital qui ne mérite pas quand même un système archaïque. Donc nous avons demandé justement l'informatisation du système pour la sécurisation des recettes. Les malades viennent payer des tickets, on a dit que ce n'est pas un système fiable. Ils veulent une gestion transparente de l'hôpital. Il y a une part pour celui qui fait le privé, mais il y a une part pour l'hôpital. Mais quelqu'un qui fait son privé, il emmagasine tout l'argent dans ses poches, nous ne sommes pas d'accord. Donc il faut que ça soit organisé. L'État, il y a des textes qui donnent droit au privé, mais il faut appliquer les textes. L'émergence du Dantec doit être la priorité. Il y a l'effort de santé. Les malades payent leur argent. L'État subventionne l'hôpital. Donc, il faudrait que cet argent soit sécurisé pour que demain, l'hôpital puisse émerger pour des soins de qualité, pour qu'il n'y ait pas un manque de matériel, pour que les laboratoires, tout fonctionne. Nous demandons que ça. Les grévistes demandent aussi que les primes soient équitables, comme à l'image des autres structures de santé. 12h11, Khalifa Sall, rendez-vous avec le juge cet après-midi. C'est dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Cette affaire a fait découvrir un autre visage de Khalifa Sall. Le maire de Dakar communique beaucoup ces derniers temps, contrairement à son habitude. Il a même eu à craquer hier lors de sa conférence de presse. Des spécialistes de la communication considèrent cette posture normale et humaine. Selon eux, l'édile de la capitale est dans une stratégie de défense et il est obligé de communiquer. Habituellement à Fon, Khalifa Sall communique beaucoup depuis l'éclatement de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Son changement d'attitude se justifie selon le professeur Morfaï, spécialiste de la communication, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Khalifa Sall, c'est normal après plusieurs sorties, en fait, notamment la dernière conférence du procureur, en fait, que lui-même veuille bien se présenter. Maintenant, bien sûr, en mettant en avant, en fait, la symbolique ici, et notamment le fait de convoquer ses militants, de convoquer la presse, de convoquer des marabouts. Mais globalement, c'est quelqu'un qui cherche donc à se défendre, à se protéger. Cette communication de Khalifa Sall est qualifiée de communication de crise par le journaliste Bakary Domingo Mané, professeur de communication politique. Depuis la sortie, n'est-ce pas, du procureur, il n'a pas mis de temps, n'est-ce pas, pour le répondre. La communication de Khalifa Sall est à la fois défensive et offensive, parce qu'il n'attend plus. Maintenant, il répond coup par coup. Et je pense que c'est ça la nouveauté à laquelle on est en train d'assister. On fait notable dans cette communication le maire de Dakar qui craque en pleine conférence de presse. C'est l'expression naturelle de l'émotion, souligne Morfaï. C'est quelqu'un quand même qui est pratiquement accusé d'avoir détourné des dizaines et des dizaines de millions de francs CFA.
Et donc c'est normal qu'il fasse preuve d'émotivité en fait pour prouver son innocence. Une stratégie en fait de prouver qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait. Bakary Domingo Mané, lui, soutient que Khalifa Sall peut récolter un gain politique de ce moment de faiblesse. Quand les gens le verront craquer, certainement il y a d'autres qui ont craqué avec lui. Donc il touche le cœur, n'est-ce pas, des Sénégalais pour dire qu'en réalité il est victime, n'est-ce pas, d'un complot. Et là, l'humain qu'il est, il s'est fondé en armes et je pense que quelque part il va gagner des points sur ce plan-là. Dividende politique au nord, Khalifa Sall sera édifié sur son sort à l'issue de son face-à-face avec le juge d'instruction. À en croire le procureur de la République, les délits présumés d'escroquerie sur les deniers publics, de détournement des deniers publics et de faux et usage de faux en écriture planent sur la tête de l'édile de la capitale sénégalaise. Le dernier rapport de l'OFNAC qui a épinglé le directeur du COUD a été transmis au procureur de la République. C'est le quotidien Libération qu'il révèle. Et selon notre confrère, le cas de Cheikh Oumar Anne fait partie de ce que la justice est en train d'étudier et l'ouverture d'une enquête policière est imminente. Pour rappel, l'OFNAC avait découvert des faits de délinquance présumés au COUD, mais le directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar avait rejeté tout cela. La première réaction de Pape Massata Diack après l'article du journal français Le Monde sur des soupçons de corruption lors de l'attribution des Jeux Olympiques 2016 à Rio, le fils de Lamine Diack, ancien président de l'IDESAF, accusé par le journal d'avoir reçu plus de 750 millions de francs CFA pour acheter des voix de membres du CIO. C'est faux, rétorque Pape Massata Diack qui accuse la France d'être derrière cette cabale. Nous l'écoutons avec Babacar Fall. Je refuse cette accusation avec la plus forte énergie. Je pense que c'est une poule puante encore de l'Agence mondiale antidopage et de l'enquête française. Ceci fait partie d'une campagne. Ils ont commencé cette campagne au mois de novembre 2016, lorsque j'étais en pleine session du TAS. Le même enquêteur, le même journaliste, commence en disant des révélations de paiement d'athlètes russes, après un paiement en Chine. Apparemment, ils ont ciblé toutes les opérations bancaires. Si je devais répondre à toutes les opérations... C'était 1,5 million virés par cet homme d'affaires brésilien. C'était pourquoi? Mais je travaille avec ce monsieur, je travaille avec ce groupe depuis 2007. Je les connais très bien. Ce sont mes clients et ça fait partie du mandat que j'ai reçu depuis 2007 pour prospecter dans les pays émergents. L'agent marketing de l'IDESAF, mais aussi de Denso, qui est l'agence de marketing de l'IDESAF. Donc je peux justifier tous les revenus qui sont passés par mon compte bancaire au sein de ma société. Et je pense que si j'avais quelque chose à cacher et quelque chose de doute qui m'amenait à faire ceci, je ne le ferais pas venir au Sénégal, mais c'est dans un compte de ma société. Ce vote, Madrid avait 28 voix, Rio en avait 26, Tokyo en avait 22 et Chicago en avait 18. Et si tu prends le décompte au deuxième tour, quand Tokyo a été éliminé, Tokyo et les voix de Tokyo et de Chicago se sont reportées sur Rio, parce qu'il y a une rotation qui est une règle non écrite. En 2004, les Jeux étaient à Athènes, en 2000 à Sydney, en 2000 à Athènes, en 2008 à Pékin, en 2012 à Londres. Donc tout le monde pensait que 2016 irait hors d'Europe. Même les membres européens du CIO, parce que on parle d'influencer des votes africains, le vote de Lamine Diack. Mais Lamine Diack n'a pas voté en 2009 pour Rio, il a voté pour Tokyo. Pape Massata Diack était l'invité d'RFM Matin ce lundi. Le président Macky Sall poursuit sa tournée de 5 jours dans le nord du pays. Ce matin, il a procédé à la remise des clés de 18 bus Tata aux transporteurs de Saint-Louis. À l'instant, c'est la cérémonie de lancement des travaux de la route Guet-Ndar Hydrobase. Et puis il y aura la pose de la première pierre pour la réhabilitation de la grande mosquée de Saint-Louis. Dans l'après-midi, Macky Sall sera à Mbane où il va inaugurer 2 chambres froides d'une capacité de 15 000 tonnes chacune. Elles ont été réalisées par la société agricole Sénéguindia, spécialisée dans la culture de pommes de terre. Le cinéma en question, le 7e art sénégalais sous les projecteurs, suite à la victoire du Sénégal à la 25e édition du FESPACO. Les talents d'or de Yenenga, les prix du meilleur film documentaire et de la meilleure série télévisuelle sont tombés dans l'escarcelle de notre pays. Une renaissance constatée du cinéma sénégalais qui, malgré tout, est dans le noir, même s'il y a une lueur d'espoir. État des lieux, Georges Déthié-Diop. L'arbre qui cache la forêt, même si celle-ci n'est pas totalement déserte. Le cinéma sénégalais
une lapalissade que de le dire, un paradoxe. Deux extrêmes diront certains. Il semble luire de par certaines consécrations, mais en réalité, il est toujours malade. Il faut reconnaître en fait, la chance sourit au 7e art sénégalais. Les récompenses sont méritées, le fruit d'un travail. Les réalisateurs récoltent des prix. Dernier en date, l'étalon d'or de Yenenga lors du dernier FESPACO, Alain Gomis. La deuxième fois que le Sénégalais, disons plutôt le franco-sénégalais, remporte ce trophée, le plus important en Afrique. Et quelque part, le mérite, une partie du mérite revient à l'État, à féliciter donc. Le film a été produit grâce à un appui conséquent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, à hauteur de 100 millions de francs CFA. KMTU a aussi bénéficié de 75 millions de francs CFA. Le FOPICA, une piqûre pour le cinéma claudiquant, a appuyé depuis sa récente mise en œuvre plusieurs films déjà réalisés ou en cours. Au total, 33 films ont bénéficié de financement. Seulement, les acteurs ont bien besoin de lumière pour bien tourner. Le cinéma va plus que jamais mal. La crise persiste malgré tout. Presque plus de salles, de 80 environ. Le Sénégal en compte aujourd'hui moins de 10. La distribution et la diffusion donc en crise. Le Centre national de production cinématographique tarde à voir le jour. Lueur d'espoir cependant, si vraiment la volonté y est. La réhabilitation en vue de plusieurs salles de cinéma. Ziguinchor, Médina, Cristal, Louga entre autres. L'objectif étant d'ouvrir au moins une salle de cinéma dans chaque capitale régionale. Et tout cela étant prévu dans le 1,5 milliard de 2016 du FOPICA. Pour qu'enfin, il n'y ait plus de contraste entre le cinéma sénégalais en tant que tel et les productions des acteurs. RFM. L'actualité internationale. Mali, l'armée enterre encore des soldats. Sornana Tambaye. 11 militaires, Antoine, ont perdu la vie et 4 autres ont été blessés. Leur position à la frontière avec le Burkina Faso a été attaquée. Selon des témoins, les assaillants étaient à bord de 2 véhicules et d'une moto. Il y a eu des échanges de coups de feu et des véhicules ont été brûlés. Des sources militaires attribuent l'attaque à un groupe terroriste dirigé par un prêcheur radical burkinabé. Celui-ci veut s'installer entre le Mali et le Burkina Faso afin de mener des opérations avec l'appui d'autres groupes terroristes de la sous-région. Niger, face aux terroristes, la politique de la main tendue semble fonctionner selon le président. D'après Mahamadou Issoufou, 130 éléments de Boko Haram, tous des Nigériens, se sont rendus depuis le mois de décembre. Il a fait l'annonce lors d'une réunion avec les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU en mission dans les 4 pays confrontés aux groupes terroristes. L'État tchadien se dit prêt à garantir à ces personnes la vie sauve et à créer les conditions de leur réinsertion socio-économique. Boko Haram est en train d'être affaibli, à en croire Mahamadou Issoufou. Et puis, en République démocratique du Congo, le retour de la dépouille mortelle de Tshisekedi est reporté à une date ultérieure. Selon le frère du défunt opposant, la famille a finalement décidé de demander un nouveau site pour l'enterrement. La population de Kinshasa, dans sa majorité, s'est opposée à l'enterrement au cimetière de la Gombe, d'après RFI. En France, Alain Juppé persiste et signe. Il ne sera pas le plan B, c'est lui-même qui l'a dit. Il ne sera pas candidat, Antoine, à la présidentielle si Fillon venait à abandonner, ce qui est loin d'être le cas. Le candidat du parti Les Républicains reste inflexible. Alain Juppé n'a tout de même pas manqué de critiquer son ancien adversaire à la primaire. Il a dénoncé son obstination à se maintenir dans la course et ses problèmes judiciaires qui l'ont, dit-il, conduit dans une impasse. Le comité politique de la campagne des Républicains se réunit en fin d'après-midi pour trouver une sortie de crise. Célébration du 8 mars, les femmes journalistes sont à l'honneur. C'est au Maroc. La chaîne 2M va rassembler une centaine de femmes de médias d'Afrique. C'est pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre en charge les difficultés quotidiennes dans le secteur où elles évoluent et occuper la place qu'elles méritent. Notre envoyé spécial à Casablanca, à Wambaye. La délégation au complet 100 femmes, toutes des journalistes venues de 24 pays africains francophones, dont le Maroc. Panafricaine 2017, une rencontre à l'initiative de la chaîne 2M qui veut célébrer la journée de la femme avec la presse. Fetia Eloni, présidente du comité d'organisation. Alors les panafricaines, l'idée m'est venue du simple fait que nous vivons sur le même continent, mais on ne se connaît pas. Nous travaillons, nous, en tant que femmes journalistes, sur ce continent,
mais on ne nous entend pas beaucoup. Toutes les femmes, autant que nous sommes, à l'occasion du 8 mars, on suit des événements qui parlent justement du 8 mars, mais quel événement est entièrement consacré à l'occasion du 8 mars à des femmes journalistes? Il n'y en a pas. Dans le secteur des médias en Afrique, les femmes doivent être mieux représentées. C'est l'avis de Salim Cher, le directeur général de la chaîne marocaine 2M Télé et Radio. Il faudrait plus de femmes responsables, mais nous avons beaucoup de rédactrices en chef, beaucoup de postes de responsabilité qui sont occupés par des femmes. Mais nous menons des initiatives pour qu'on arrive à la parité très rapidement. Donc une bonne représentation de femmes, pas seulement en quantité, mais également en qualité de sa présence et dans sa participation également dans le management de l'entreprise. Donc on a encore du travail, comme dans tous les pays africains. Beaucoup de pays africains sont en avance sur nous, sur la question de la représentation des femmes. C'est le cas du Rwanda, vraiment un exemple pour nous. Panafricaine 2017, une rencontre qui coïncide avec la célébration des 28 ans de 2M, leader dans le paysage audiovisuel marocain, avec une forte audience qu'elle veut conserver avec l'appui des femmes. Awambaye, Casablanca pour la radio Futur Média. Merci Awambaye, il est 12h25, Antoine. Sokhna Natambaye, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Près de 50 morts en 4 jours. Que pensez-vous de cette tragédie? Sur nos routes, le débat du jour, c'est dans quelques minutes. Rebonjour cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous. La CAN Junior de football, la sérénité règne dans la tanière au lendemain de la qualification des joueurs de Joseph Koto en demi-finale. Et oui, l'objectif intermédiaire atteint, une qualification mondiale en Corée du Sud. Les Lionceaux ambitionnent désormais de remporter le trophée, mais il va falloir passer par la Guinée. Jeudi en demi-finale, hier les Koto Boys ont sorti le Cameroun par 2-0. Le vice-président en charge de la petite catégorie à la Fédération sénégalaise de football estime que son équipe est capable d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Mbaye joint au téléphone ce matin à Dola. Oui, affirmatif, je crois que nous aurions aimé avoir une autre équipe, mais il faut faire avec ce qu'on a déjà. J'ai dit au boss que je crois que la Guinée n'est pas meilleure que la Tunisie, comme le Ghana que nous avons éliminé dans les préliminaires, l'Afrique du Sud que nous avons battu. Je crois que nous sommes conscients de nos forces. Pour vous dire très sincèrement, on se focalise très peu sur les équipes que nous rencontrons, même fut-il le Cameroun la fois dernière. Et à eux de se dire le Sénégal est fort dans certains aspects, mais nous, je crois que nous avons notre équipe, nous sommes conscients de nos forces. Et nous y allons à fond. Donc nous allons jouer la Guinée comme si nous jouions l'Afrique du Sud, comme nous avons joué le Cameroun. Je crois que c'est plutôt aux autres de s'adapter à nous plutôt que nous à eux. En demi-finale, donc, jeudi, le Sénégal qui croise la Guinée à 16h GMT, mais avant mercredi, le pays hôte, la Zambie, défie l'Afrique du Sud, Antoine. Ligue 1 de football, fin cet après-midi de la phase aller du championnat. Et c'est le Giraffe qui va se mesurer à l'Union sportive de Ouakam, mal en point. Le match est prévu à 16h au stade Demba Diop à l'issue de la phase aller. Génération Foot domine les débats avec 25 points suivis de Nyaritali et de Gambar, 22 points chacun. Gorée et Union sportive de Ouakam sont relégables. Nous parlons du championnat anglais qui va clôturer sa 27e journée ce soir à l'issue de la rencontre devant opposer le leader Hammers de West Ham. Ce sera à partir de 20h. Ce sont donc les Blues de Chelsea qui se déplacent chez Cheikhou Kouyaté. Hier, notez qu'Everton a chuté face à l'équipe de Tottenham 3-2. Manchester City, deuxième au classement, est allé battre Sunderland sur le score de 2-0, Antoine. Et la Reine a connu hier son premier grand combat. Guigui n'a pas fait le point. Oui, le poids, oui. Oui, il n'a pas fait le poids. Lendemain de victoire pour Boignan. Réveil difficile en tout cas pour Guigui. Deux perspectives différentes en tout cas pour les lutteurs. Aux jeunes Pékinois, il reste encore à l'antichambre des VIP selon Omar Diagne, plus connu sous le nom d'Omez, qui voit par ailleurs Guigui stagner. Nous l'écoutons, il est le directeur d'Omez Sport Center. Bon, moi je dirais qu'après la victoire de Boignan, donc il doit pouvoir quand même monter sur un palier. Donc ses prochains adversaires logiques, c'est Tafatine ou bien il attend le combat de Sanchez. Si toutefois le combat Sanchez soit le vainqueur du combat contre Neuf, donc c'est un adversaire quand même pour Boignan. Tandis que pour Guigui, donc il est stagnant, donc il va rester sur place. Donc il va chercher quand même des lutteurs un peu à un niveau élevé. Donc ils sont quand même à la recherche d'aller vers la cour des grands pour pouvoir quand même les prendre. Donc il n'a rien perdu pour le moment. Donc il essaye de travailler encore davantage et puis tendre la perche aux jeunes et de refaire en conséquence, surtout du côté de la préparation physique. Parce que si vous voyez Guigui avant et maintenant, donc il y a quand même un grand changement
par rapport à sa ligne de conduite. Omar Diagne, plus connu sous le nom d'Omez, ancien entraîneur de Tafatine, qui revenait sur les perspectives des deux lutteurs que sont qui est sorti vainqueur de cette confrontation. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique de Diatou Cissé. Fatalité à Numbelan. À Numbelan règne le culte de la fatalité à tout va. Regardons un peu autour de nous pour nous en convaincre. La dalle d'une maison s'écroule sur ses occupants. En dépit des alertes de la protection civile et des injonctions de l'autorité administrative quant à l'urgence d'évacuer les locaux, les voisins, qui naguère se plaignaient de la menace que constituait le bâtiment, seront les premiers à plaider le Ndogolo Yalla. Comprenez, Dieu en a voulu ainsi, juste pour disculper les fautifs. Un chauffeur double sur une ligne continue et sacrifie par son indiscipline des vies humaines. Les familles des victimes se contenteront de juste réclamer leur mort, se disant que Dieu en a décidé ainsi, et que de toute façon, la sanction ne leur ramènerait pas leur chair disparue. Sauf que la sanction, par son caractère dissuasif, éviterait d'autres morts dans des circonstances aussi répréhensibles. Le préposé à la gestion d'une caisse détourne l'argent à lui confié, on dira Ndogolo Yalla la. Ce monsieur ayant toujours été d'une probité indiscutable. Le pervers hébergé dans la famille viole la petite fille de la maisonnée. On dira toujours Seytane là. C'est encore Satan qui s'est joué de lui. Votre frère ou proche parent vous vole de l'argent sur la base d'un abus de confiance. On plaidera l'influence de Satan, mue par l'intention manifeste de faire voler la cohésion familiale. La plus grosse des gaffes vous conduit en prison, il s'en trouvera toujours qui vont absoudre le prisonnier, évoquant son destin qui devait fatalement le conduire en tôle. Autrement dit, tout est fatalité et destin dans la République de Numbelan. Tout se passe comme s'il y avait un consensus tacite autour de la circonstance atténuante à accorder à toutes les fautes, fussent-elles des plus graves. C'est tellement vrai qu'à Numbelan, lorsqu'il s'agit de régler un différend, les médiateurs décrètent d'emblée qu'on ne revient pas sur ce qui s'est passé puisqu'ils sont dans une démarche de paix, oubliant tout bonnement qu'on ne saurait faire la paix sans vider le contentieux à l'origine du conflit. Une société qui trouve systématiquement des circonstances atténuantes à ses sujets fautifs est une société qui ne s'assume pas quelque part. Effectivement, c'est un refus de s'assumer que de ne pas procéder à l'évaluation objective des fautes incriminées, surtout dans la sphère privée. L'adage ne dit-il pas qu'à Numbelan, on ne reconnaît pas celui qui a commis la faute, mais bien celui qui ne se venge, objet de toutes les culpabilisations et stigmatisations. En fait, notre perception de la faute souffre de notre incapacité à trouver l'équilibre à établir entre l'infraction et la sanction qu'elle mérite. Un tel état d'esprit pose problème par les effets psychologiques qu'il induit chez le fautif et surtout sur la sanction adéquate de la faute commise. Notre propension collective à trouver des circonstances atténuantes est contre-productive. Cette tendance à tout mettre sur le compte de la fatalité, du destin ou de Satan qui serait toujours à nos trousses promeut une forme d'irresponsabilité. Effectivement, tout se passe comme si alléger la faute de l'autre procure à la société en général un confort moral et psychologique. Entendons-nous bien, il ne s'agit toutefois pas dans cette chronique de faire l'apologie de la loi du talion, encore moins de flétrir la faculté, somme toute humaine, de pardonner. Cela dit, on peut s'entendre au moins sur cette vérité. Une société sans pardon va à l'encontre de sa propre survie, c'est certain. Tout comme une société qui minore toutes les fautes qui y sont commises va tout droit à sa propre perte. Sophocle ne disait-il pas en substance qu'une société où règne l'impunité finit par sombrer dans l'abîme. RFM, la preuve du jour. Georges Déthié Diop.
Un véritable carnage. 15 morts dans un accident sur la route de Richard Toll. Dans le lot des victimes, des passagers morts calcinés. Le drame est quasiment relégué au second plan par les journaux au profit de la politique bien sûr. Aucun gros titre, que d'appels aux pages de titres des quotidiens dont l'Observateur qui fait état d'un nouvel accident qui a fait 15 morts à Saint-Louis. Dans Enquête, 15 morts sur le coup. Ce matin, seule la Tribune sort du lot et s'émeut des accidents macabres en fin de semaine. Un week-end, 29 morts. 29 morts parce qu'avant l'accident à Saint-Louis, 14 personnes de retour du Magal de Port-au-Khan ont péri sur les routes. De cette catastrophe, souligne la Tribune, Diourbel a enregistré la perte de 12 de ses fils. Il y a eu des rescapés. Leur témoignage à lire aux pages 10 et 11 de l'Observateur qui parle de récits bouleversants de témoins de morts atroces. Mort atroce aussi à Saint-Louis. Grave accident. Selon la Tribune, il s'est produit précisément à Sanar à hauteur de l'université Gaston Berger. Un bus en crevaison a heurté un camion citerne contenant de l'essence qui était stationné. 15 morts qui étaient tous des passagers du bus. Il y a eu 8 blessés, ajoute l'Observateur qui souligne que certains passagers sont calcinés. Tout simplement glaçant. Et pendant ce temps, Khalifa Sall fait feu de tout bois selon le journal Les Échos. Le maire de Dakar, en conférence de presse, a réagi à la sortie du procureur de la République sur l'affaire dite de la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Khalifa Sall à la une de presque tous les journaux. Tout blanc vêtu se lave à grande eau, non sans fondre en larmes, souligne l'Observateur qui parle de l'arme du député maire de Dakar. Oui, parce que c'est un homme député qui s'est présenté aux journalistes hier. Pour l'Observateur, Khalifa a décortiqué ce qu'il appelle une cabale du régime pour éliminer un adversaire politique et que dans ton dur, il a fustigé l'attitude du procureur qu'il accuse d'avoir tronqué les déclarations de son directeur administratif et financier. Il a aussi défié ses détracteurs de le convoquer devant la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le président Sall n'a pas été épargné. Khalifa Sall qui avertit qu'on ne me pousse pas à parler. Macky connaît bien cette caisse. L'on a bien cité. Khalifa, dont les propos sont rapportés aussi par Enquête, propos selon lesquels rien ne le détournera de son devoir de présenter une liste aux législatives. Le journal Le Quotidien assimile la conférence de presse du maire de Dakar à une séance d'explication au cours de laquelle le guide des Moustarchidines a assisté. Serigne Moustapha Sy apporte son soutien aux responsables socialistes, non sans dire à qui veut l'entendre: je suis prêt à aller en prison. Khalifa, lui aussi, est prêt à aller en prison. D'ailleurs, c'est cette phrase qui fait la une du quotidien L'As. L'As, comme les autres titres, informe que le maire de Dakar sera devant le juge d'instruction aujourd'hui. Une convocation à la DIC, la division des investigations criminelles, cet après-midi. Et déjà, Libération révèle que le procureur de la République réclame 7 mandats de dépôt. Entre autres personnes visées, le maire Khalifa Sall, le directeur administratif et financier Mbaye Touré, Ibrahima Touré, receveur, percepteur. Tous sont sommés de se présenter au palais de justice à 15h ce lundi pour leur conduite devant le doyen des juges. Mais comment le camp du pouvoir a réagi à la sortie du maire de Dakar? Dans Enquête, le ministre Mame Mbaye Niang parle de diversion et dans Vox Populi, Yakham Mbaye. En sport, CAN des U20 en Zambie, Stade et 11 Sports reviennent sur la victoire du Sénégal hier. Sénégal-Cameroun 2-0. Conséquence, une double qualification. En demi-finale et au mondial, relève Stade et 11 Sports. Vox Sport s'intéresse à la lutte avec frappe et titre Boy Niang trop fort pour Guigui. Boy Niang 2 a fait mordre la poussière à Guigui après 20 minutes. La chute de Guigui à terre à la une aussi de Sunulamb. Guigui dans la sauce de Boy Niang 2. Pour Sunulamb, Boy Niang 2 a fait du Douma Dan Nibi. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur les nombreux morts sur nos routes en 4 jours. Près de 50 personnes tuées dans des accidents de la route. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Cheikh Oumar Gueye. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Antoine. Vous êtes le directeur des transports routiers au ministère des Transports. Gora Khouma, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Alors, Cheikh Oumar Gueye, quelle est votre réaction quand on vous dit en 4 jours, il y a 43 morts? Antoine, c'est totalement inacceptable, totalement incompréhensible et désolant. Tout à l'heure, nous sommes à Saint-Louis présentement. Oui. Lors de la levée des couleurs, le chef de l'État est revenu sur ça. Et vraiment, je pense qu'il est temps
encore temps que l'on sévisse, et parce que, quoi qu'on puisse dire, il y a deux choses qui sont incriminées pour les deux accidents. C'est l'âge avancé des véhicules, donc avec des défauts de technique, parce que le véhicule, c'est pour le cas de Saint-Louis, le pneu a éclaté, le chauffeur a fait son contrôle, et il y a un choc frontal avec le camion citerne. Donc tout ça pouvait éviter, d'autant plus que ce véhicule sortait de garage le même jour. Ouais. Donc il sort de garage le même jour, les gens le mettent en circulation le même jour. Ça pose problème. Oui. Et le contrôle dans tout ça, monsieur le directeur. Justement, c'est le contrôle. Justement, l'âge avancé des véhicules, ça, quand même, la responsabilité de l'État est pleine à un tiers. Justement, là, c'est des solutions structurelles que l'État va mettre en place. D'abord, pour le parc qui est existant, c'est-à-dire que renforcer le contrôle technique des véhicules, donc en généralisant effectivement les centres de contrôle modernes comme c'est le cas à Dakar. Maintenant, l'autre problème, c'est effectivement le renouvellement du parc. Le renouvellement du parc, c'est des mesures à court et moyen terme, et nous travaillons dans ça. Et maintenant, ce qu'il faut vraiment appliquer dans toute sa rigueur, c'est vraiment le respect du code de la route et le contrôle routier. Le président est revenu sur ça. Je pense que le ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des forces armées ont reçu des instructions, et même nous, ministère des Transports, en ce qui concerne les visites techniques, et vraiment, ça, on va appliquer strictement ce que le président de la République a dit. En plus des mesures, en tout cas à court terme, qu'on est en train de mettre en place, le dernier point, la révision du code et effectivement la refonte des systèmes de fonctionnement des auto-écoles, pour vraiment insister sur la formation, le binôme formation, sanction, et sera toujours tenu. Vraiment, si vous constatez à Dakar ou un peu partout dans le pays, depuis le conseil interministériel, effectivement, il y a beaucoup le contrôle routier s'est vraiment renforcé, et c'est très visible dans tous les conseils. On revient à vous tout à l'heure, cher Omar Gaye. Gorokouma, dans cette catastrophe ou cette série de catastrophes, les conducteurs ont quand même leur grosse part de responsabilité. Quel commentaire faites-vous d'abord de ce qui s'est passé? Tout à fait, nous se partage avec les directeurs des transports, parce que nous sommes un peu désolés. Je ne veux pas dire une malédiction, mais sinon j'allais le dire. C'est que trop, c'est trop. Mais je crois que le président de la République, sa sortie, elle est importante pour nous, de pouvoir renouveler le parc dans le plus rapide que possible. Parce que les Sénégalais ont besoin, et ils méritent aussi de voyager avec des cars, avec des moyens de mort, neufs, pour la sécurité et le confort. Mais vous, est-ce que vous n'êtes pas, vous les transporteurs, vous n'êtes pas un facteur bloquant quelque part? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que, est-ce que si le président le dire, est-ce qu'il a disposé alors des véhicules qui peuvent remplacer nos cercueils roulants, ça c'est un problème. Le problème, c'est sa volonté politique. Nous sommes d'accord avec lui. Et le problème, c'est pas parce qu'on prend de comportement. Je vous dis que 80% des accidents, les chauffeurs sont tous morts. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à faire des accidents. Oui, mais ils peuvent être inconscients quelque part. Non, d'accord, mais ils sont à l'origine. Parce que c'est eux qui produisent le véhicule, mais ils n'ont pas fait sciemment. Je vous dis qu'il faut faire la comptabilité des accidents. Quand un chauffeur dépasse les normes de la charge, il l'a pas fait consciemment? Là, on devait mettre 10 personnes et le chauffeur met 15 personnes. Non, je dis, si le chauffeur dépasse, si je chauffeur commet, je veux dire, si le chauffeur ne respecte pas les directives du code de la route, là, il est responsable. Mais cette responsabilité ne doit pas partager avec les forces de l'ordre. Parce que si je viens, je dois charger 20 personnes. Je viens avec 30 personnes là. Je ne devais pas avoir le privilège de pouvoir circuler avec mes 10 plus. Non, je devais ne serait-ce faire une cessation de l'infraction, surtout en termes de surnombre. Je dis qu'il faut renouveler le parc le plus rapide possible. Parce que les véhicules sont petits. C'est pas un problème de comportement, c'est un problème de route. Le Sénégal aussi, le nombre de véhicules au Sénégal, c'est pas maintenant des routes à croisement. On devait avoir des routes à 2 fois 2 voies. Le Sénégal est arrivé à ce terme. Pour ce qui est des routes, quand même, le pourcentage est minime comparé au pourcentage lié à la responsabilité humaine. Non, je dis que pour la responsabilité humaine, 90%. 90% c'est nous. Oui. C'est énorme ça. Oui. C'est pas des accidents. Mais le rôle de l'État, parce que le Sénégal est en avance, donc on doit mettre des routes à 2 fois 2 voies, parce que c'est le nombre de véhicules qui est arrivé à ça. Et renouveler le parc. Très bien. À part ça, si les conditions aussi. Oui. Des travailleurs du patronat
sont réunis, vraiment, je crois qu'il y aura moins de problèmes. On revient à vous pour terminer. Oui, on revient à vous tout à l'heure, Gora, pour terminer. On termine déjà avec Cheikh Oumar Gueye. Alors, monsieur le directeur, le Sénégal a sans doute besoin d'une grande... Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Cheikh Oumar Gueye, le directeur des transports routiers au ministère des Transports. Vous nous entendez maintenant? Allô? Oui, on vous entend parfaitement bien. Donc, le temps de le reprendre. On termine avec Gora Khouma. Maintenant, Gora, reparlons des sanctions. Est-ce que vous pensez que réellement il y a des sanctions qui peuvent décourager les chauffeurs à avoir certaines attitudes qui sont à l'origine de ces catastrophes sur nos routes? Oui, il y a des sanctions. Allez au niveau du tribunal, les jugements sont faits chaque jour. Oui. Les sanctions sont stagnées, sont mises toujours. 40% des théories là au niveau des prisons. Et il y a ce qu'on appelle la commission de rejet de permis. Aussi, il y a un grand nombre de permis qui sont retirés. Donc, il y a des sanctions. Il faut encore sanctionner, non? Oui. La frontière qui est journalier. Donc, que le policier ou le gendarme passe régulièrement, ça existe. Mais les tribunaux là font le travail, la commission de rejet pour le travail, il y a des sanctions partout. Très bien, merci Gora Khouma. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. On termine avec Cheikh Oumar Gueye. Vous m'entendez maintenant, monsieur le directeur? Vous nous entendez? Cheikh Oumar Gueye? Oui, alors, on termine rapidement avec vous, puisque vous avez quelques problèmes avec le réseau. Le Sénégal a besoin d'une grande révolution. Oui, un problème de réseau. Je disais donc, le Sénégal a besoin d'une grande révolution dans le secteur des transports. Est-ce que tout est réuni pour qu'on connaisse cette révolution et puis que ces nombreux morts, disons, soient carrément un mauvais souvenir? Moi, je pense qu'Antoine, aujourd'hui, tout est réuni. Il y a la volonté politique, il y a que, effectivement, les acteurs sont conscients maintenant. Tout le monde, toute la population est consciente plutôt. Oui. Et maintenant, l'heure est à l'action. Il ne faut plus rester à philosopher, en tout cas, faire des idéologies. Moi, je pense que maintenant, il faut entrer dans l'action. Et là, on l'a très bien compris, nous sommes dans l'action. Oui. Et si vous verrez dans les prochains jours, effectivement, avec l'instruction renouvelée du président de la République, les choses vont s'accélérer et vont se renforcer. Très bien. Merci, Cheikh Oumar Gueye, directeur des transports routiers au ministère des Transports. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. Le rappel des titres avant quelques infos météo de 15. On est passé désormais à 18 morts. Le bilan de l'accident sur la route de Saint-Louis s'est alourdi ce matin. En 4 jours, il y a près de 50 personnes tuées. Après cette tragédie, le président Macky Sall, qui se trouve dans la vieille ville, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les limites ont été dépassées en matière de tolérance, a dit le chef de l'État, Khalifa Sall, devant le juge cet après-midi. Le maire de Dakar sera entendu sur l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Dans l'actualité judiciaire, toujours, le journal Libération nous apprend que le directeur du COUD, Cheikh Oumar Anne, épinglé dans le dernier rapport de l'OFNAC et dans la tourmente. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop. À 13h, El Haj Hassan Gueye pour la grande édition de 13h donc en Wolof. Et puis quelques infos météo, un ciel ensoleillé à parsemé de nuages sera noté sur l'ensemble du territoire. La forte chaleur ressentie à l'intérieur du pays le week-end persistera au courant de cette journée avec des températures maximales qui vont tourner autour de 41 degrés. Tout de suite, Yalgati Hibar.